La qualité de l'environnement nous préoccupe. Nous avons pris conscience que nos activités ont un impact sur la nature, mais cela n'a pas toujours été ainsi. Par exemple, on a longtemps cru que des insecticides comme le DDT allaient pouvoir nous débarrasser des insectes nuisibles à tout jamais. Et pourtant, pendant les années 60, on s'est rendu compte que le DDT n'était pas un remède miracle. Il empoisonnait toute la chaîne alimentaire et en plus, certains insectes y devenaient résistants. Les campagnes de sensibilisation aux problèmes de l'environnement ont longtemps utilisé la stratégie de la peur. Mais maintenant, sans négliger les signaux d'alarme que nous envoie la nature, on commence à privilégier une autre approche. Une approche basée sur la découverte de la nature et une meilleure compréhension de sa complexité. Nous sommes à Montréal, mi-novembre. Pas un son ou presque. Bientôt, l'iguane descendra de sa cachette. Un premier bâillement vient saluer l'aube. C'est le réveil de la forêt des tropiques. À quelques pas de là, une autre forêt s'éveille. Le décor paraît plus familier. Et pourtant, ces deux paysages vivent sous le même toit. Celui du biodôme. Le biodôme est un voyage à travers les Amériques, du pôle Nord au pôle Sud. Ici, on présente une collection de 4 objets vivants, comme l'Arche de Noé d'une planète menacée. Dans moins de 2 heures, les premiers visiteurs de la journée marcheront sur ces sentiers. Mais avant, il faut accomplir les simples gestes du quotidien. Ici, il ne pleut jamais. 3 fois par semaine, les horticulteurs doivent donc arroser les plantes une par une. Si la question de l'eau est bien maîtrisée, d'autres ajustements sont encore nécessaires. Actuellement, on a un manque de lumière. Ça prendrait le double de lumière. On remarque à ce moment-là qu'il y a une baisse de la croissance durant l'hiver ici. Puis il y a un problème d'étiolement aussi au niveau des arbres. Il y a des arbres qui vont avoir tendance à casser, le tronc va faiblir. À ce moment-là, il faut compenser avec des tailles. Le biodôme a ouvert ses portes il y a moins de 2 ans. À l'échelle d'une forêt, c'est peu. Aujourd'hui, on s'apprête à établir un premier bilan de santé des plantes. Ces échantillons permettront par exemple d'analyser comment l'arbre puise sa nourriture dans le sol. Le but, c'est de définir si ces arbres évoluent comme ils le feraient dans leur milieu naturel. La question est importante, il en va de leur survie. À ce jour, l'expérience est unique au monde. Le biodôme, c'est en fait la seconde vie du vélodrome des Jeux Olympiques de 1976. Le défi était de faire exister sous une même cloche 4 morceaux de la planète, 4 écosystèmes, des animaux, de l'eau, de la terre et des plantes. Ici, on veut reproduire toute la complexité des liens qui les unissent. Chaque écosystème est comme posé dans un vase. Sous ces vases, une machinerie complexe permet de contrôler en permanence des paramètres comme la température ou le taux d'humidité de l'air. En fait, ici on fabrique des climats et des saisons. Et ça fonctionne. Depuis 2 ans, ce petit monde vit et il a déjà attiré plus de 2 millions de visiteurs. Ici, pas de cage, seulement des habitats délimités. À l'intérieur, les animaux sont libres de s'y mouvoir. Dans l'étang des castors, ces fils électriques marquent la frontière. Alors, vous imaginez si les castors pouvaient aller de l'autre côté, imaginez ces beaux arbres qui sont là présentement, ils iraient sans aucun doute chercher. Maurice Desfossés est animalier. Il a dû concilier les habitudes des animaux et la curiosité des visiteurs. Normalement, les castors sont actifs la nuit. Pour qu'ils soient visibles le jour,
il a modifié petit à petit l'heure à laquelle il leur distribuait la nourriture. J'ai créé un jeûne momentané, là, et puis ça a marché. Autre trouvaille, on fixe des branches sur la berge. Le but est double, permettre aux castors d'être actifs comme en milieu naturel et donner au public l'occasion de les observer. Une caméra permet même de les suivre dans leur hutte. Là, je prépare la nourriture pour les macaos. Tous les jours, on prépare en coulisses plus de 90 plats différents. Ici, un homme règne en maître, Benoît Jovin, le cuisinier. Quand je suis rentré ici, il n'y avait pas de cuisinier. Et puis, moi, c'est un domaine qui m'intéressait surtout parce que, avant de travailler à l'aquarium, j'étais cuisinier dans le restaurant. Au menu du jour, salade de fruits et brocolis pour les oiseaux tropicaux, rats pour les lynx et gelée aux algues pour les morues. Chaque diète est soigneusement contrôlée. On y ajoute du calcium, des vitamines et la qualité des produits est digne des meilleurs restaurants. « 9 heures, tout est prêt, le spectacle du vivant peut commencer. » Ils mangent tout ça, les chauves-souris. Ils mangent des brochettes de fruits, avec des cantaloupes, des pommes, des poires, Georges des Walter oranges, s'occupe des mangues. chauves-souris, une clientèle exigeante. Ça, c'est des mangues, oui, c'est un peu tropical. Des chauves-souris. Ah, si, j'aime ça. Oui. Opération délicate. Dans un instant, on va implanter chez ce haras rouge une petite puce électronique. Un mini-émetteur, véritable carte d'identité. Tous les animaux importants de la collection ici sont identifiés avec ce procédé-là. Il est sûr que si on met une bague à un oiseau comme ça, il peut la perdre, et puis quelqu'un peut l'enlever si l'animal est volé, tout ça. Alors, à ce moment-là, si jamais l'animal est volé, on va toujours avoir une façon de l'identifier avec cette micropuce-là qui est très, très... qui est de longue durée. On vérifie. Ça fonctionne. Jacques Dancos est vétérinaire. Un travail à plein temps qui va de la modification d'une diète alimentaire à l'opération chirurgicale. Il supervise aussi l'introduction de chaque nouvel animal. La nyctale, le plus petit oiseau de proie du Canada. Dans un instant, on va l'introduire dans la forêt laurentienne. Alors, je pense que tu peux entrer tranquillement et faire l'insertion comme on l'a dit tout à l'heure, tranquillement. Le rapace a été recueilli alors qu'il avait une aile brisée. Dans la nature, il n'avait aucune chance de survie. Il lui faudra quelques semaines pour s'habituer à son habitat. En attendant, le filet est là pour lui éviter de tomber dans l'eau. Dans des espaces ouverts comme ici, l'introduction d'un nouvel animal est chaque fois une opération délicate. Rachel Légère est responsable de tous les êtres vivants du biodôme. Son rôle est de concilier le bien-être de tout ce petit monde et la qualité du spectacle présenté aux visiteurs. Qu'est-ce que vous avez appris de plus important depuis l'ouverture du biodôme? De jamais considérer un succès avant quelques années. On a eu des animaux qui fonctionnaient très bien et après 3-4 mois, on s'est rendu compte que ça allait moins bien. Je peux vous donner un exemple avec des corbeaux qu'on avait dans le Saint-Laurent-Marin qui faisaient un spectacle tout à fait incroyable. Ils volaient, ils faisaient beaucoup de bruit, c'était très intéressant. Et une journée, ils ont décidé de s'attaquer aux sternes. Et comme 2 jours plus tard, on était à 4 sternes de moins. Il a fallu qu'on retire, donc qu'on anesthésie les corbeaux et on les a envoyés dans un centre de la nature en Abitibi. La nyctale ne peut pas voler. Le risque ici n'existe pas. Mais 20 minutes plus tard, nous y sommes retournés. Auprès des autres oiseaux, la présence de l'intruse provoquait un curieux ballet d'observation. La scène durera ainsi plusieurs heures. Autre problème, les paresseux. Actuellement, ils sont dans les quartiers d'isolation au sous-sol. Ils dorment, leur sommeil est imperturbable. Durant notre visite, nous ne verrons que ces 3 doigts.
Normalement, ils vivent ici. Mais ces animaux en principe si tranquilles ont commencé à dévorer l'arbre qui les abritait. Il y a un mois, il a fallu les retirer. Ce qui fait qu'on a eu à faire un choix entre perdre l'arbre, qui est là, qui s'appelle l'Inga, ou encore enlever les paresseux de façon définitive. On s'est dit qu'on ne voulait pas sacrifier ni un ni l'autre, on voulait les deux. Actuellement, l'arbre reprend des forces. Et c'est important. Dans la logique du biodôme, les plantes comptent autant que les animaux. Au-delà de ce que l'on voit, la promenade fait vibrer tous les sens. Quitter un monde, celui des tropiques, pénétrer dans le suivant, la forêt laurentienne, c'est aussi vivre le choc des températures, des sons et des odeurs. On essaie d'éduquer notre public. On veut qu'ils viennent ici pour voir des habitats. Et l'habitat comprend les rochers, comprend l'aspect végétal et comprend l'aspect animal. Ce qui fait que si l'animal est caché, il y a encore quelque chose à voir. Vous avez vu le monde polaire? Vous avez vu la forêt laurentienne? Vous avez vu la forêt tropicale? Vous allez voir le Saint-Laurent marin. Alors, ce serait quoi un écosystème? Je sais pas. Pardon? Le Saint-Laurent marin? Ça, c'en est un. Avant de devenir un écosystème, le Saint-Laurent marin était un grand défi technique. Pour remplir ce bassin de 2,5 millions de litres, impensable d'importer l'eau de mer. Mais pour la fabriquer sur place, il a fallu en découvrir la recette. Résultat, on doit mélanger 30 sels différents à une eau parfaitement épurée. Aujourd'hui, le bassin accueille une dizaine d'espèces de poissons. Et en surface, c'est le royaume des fous de bassin. Nerveux, ils attendent, ils savent. Ils savent que derrière, on prépare le festin. Un festin qui ne leur est pas destiné. 3 fois par semaine, les aquaristes doivent nourrir les poissons. Pour s'assurer que toutes les espèces et tous les spécimens ont à manger, on doit les nourrir presque individuellement. Ah, les plis, est-ce que vous envoyez des plis? Oui, toujours de mer. Oh, il est chanceux. Regarde en haut. C'est quoi ça? Il arrive que les fous de bassin prennent les plongeurs pour cible. Mais on est prêt à leur pardonner beaucoup. Ils font le spectacle. Aujourd'hui, c'est le Saint-Laurent. Mais chaque écosystème offre aux enfants son lot de découvertes. Depuis l'ouverture, près de 54 000 écoliers ont suivi ce programme. Pourquoi qu'ils donnent des coups de queue, les amis? Pour se défendre? Pour nager. Pour nager. Alors, c'est quoi l'ennemi du homard? L'ennemi du homard, c'est un autre homard. Hey, les anémones, on m'écoute un peu, là. OK, alors là, le petit zooplancton se promène. Hop là, les tentacules le prennent. Qu'est-ce qu'ils font avec? Elle amène où, les tentacules? La bouche, oui. Et qu'est-ce qu'elle fait après, quand elle digère? Elle se referme. Elle ferme en boule. Et voilà. Comme dans la nature, les écosystèmes du biodôme évoluent constamment. Depuis le premier jour, une équipe de scientifiques garde le temps. Leur rôle, surveiller ces modifications et prévenir les déséquilibres qui pourraient survenir. Mais là, après 17 mois d'activité, est-ce que le bilan correspond aux attentes que vous aviez avant l'ouverture? Moi, je dirais que le bilan est très positif. Les plantes ont très bien poussé. On a quelques petits problèmes, mais il n'y a rien qui est hors là, de notre capacité à les régler pour l'instant. Et ça, c'est encourageant. On ne les voit pas. Et pourtant, le biodôme accueille une multitude d'insectes. Ils sont arrivés là par eux-mêmes, dissimulés dans les plantes et dans la terre. Certains représentent un danger réel pour la survie des végétaux. Susan Johnson est chargée de les surveiller et de les contenir. Mais ici, pas question de pesticides.
Quand une plante est menacée, elle y dépose d'autres insectes. Leur rôle est d'attaquer les ravageurs et d'en réduire le nombre. Le système est efficace et progressivement, les populations d'insectes s'équilibrent naturellement. Le sol fait aussi l'objet d'une surveillance attentive. Comme en milieu naturel, ses caractéristiques chimiques se modifient au fur et à mesure que les arbres grandissent. L'étude du sol touche aussi à l'irrigation. L'avantage ici, c'est que la forêt repose dans un vase étanche. On peut donc contrôler ce qui en sort. La couleur de cette eau vient des éléments nutritifs que les plantes n'ont pas assimilés et qui ont été lessivés par l'arrosage. Cette eau est une mine d'informations pour David Paré, un spécialiste des forêts. Bien, on va savoir, puisqu'on contrôle le débit de ce qu'on met dans l'écosystème, on va connaître ce qui sort de l'écosystème. Alors, en variant le débit, on va savoir comment ça influence les sorties d'éléments nutritifs et les sorties d'eau. Et on va aussi avoir une idée de la dynamique saisonnière. Ces connaissances s'appliquent aussi hors du biodôme. On parle de plus en plus de changement climatique. Alors, c'est essentiel de savoir comment un réchauffement, comment des précipitations accrues ou diminuées vont influencer les pertes d'éléments nutritifs d'un écosystème. Alors, on va pouvoir faire le parallèle avec des écosystèmes naturels dans lesquels on n'a pas un contrôle aussi bon que celui qu'on a ici. Pour les chercheurs, le biodôme présente un potentiel unique, celui d'être à mi-chemin entre le milieu naturel et le laboratoire. Pour l'instant, on en est au premier balbutiement, mais l'équipe se dit prête à accueillir d'autres projets de recherche. En sortant du laboratoire, nous avons été témoins d'un sauvetage. C'est une marmette, un oiseau de la famille des alcidés. Elle arrive de l'île du Prince-Édouard. Son plumage est englué de pétrole. C'est un oiseau qui a un problème à l'œil, comme vous pouvez voir. Là. Probablement que son œil va être affecté en permanence. Si l'oiseau survit à l'intoxication, il rejoindra ses congénères dans le monde polaire. Il est déjà tard. Tout au sud, dans l'Antarctique, le soleil se lève. Un rideau vient masquer la lumière, parce qu'en face, dans l'Arctique, la nuit va tomber. Ailleurs, les forêts s'endorment, et demain, tout recommencera.